Donc aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée, c'est une journée, on va parler d'un sujet difficile, mais on va essayer de l'aborder d'une manière différente. Comme vous le savez, sur les webinaires et santé, pour ceux qui connaissent déjà, c'est beaucoup axé sur, on va dire, le lien avec le travail. Euh, donc, bienvenue sur ce webinaire. Ce webinaire, d'ailleurs, il a été choisi en lien avec les marronniers de ce mois-ci, hein. Durant le mois de mai, on a 3 journées mondiales autour de maladies auto-immunes qui sont la fibromyalgie, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la sclérose en plaques. Donc, voilà la raison pour laquelle on vous propose ce webinaire, sachant qu'il y a aussi des postés d'accompagnement via Santé. Donc, ce webinaire est proposé par l'association OETH, qui était anciennement porteuse de l'accord de branche du secteur social, médico-social et sanitaire. Aujourd'hui, OTH poursuit toujours son accompagnement en termes de conseils euh, et elle se différencie notamment par son expertise sectorielle, c'est-à-dire son expertise dans le secteur, dans l'accompagnement des établissements pour une politique plus inclusive autour du handicap. Euh, Parmi ces solutions-là, qui sont spécifiques au secteur, nous avons la solution EO Santé. Donc EO Santé, c'est une plateforme qui est née justement de ce besoin-là d'acculturer nos établissements autour des sujets de santé au travail et d'ouvrir le dialogue, outiller le collectif pour les salariés du secteur social, médico-social et sanitaire. Cette plateforme est entièrement gratuite, elle est confidentielle, elle est dédiée à tous les professionnels du secteur et elle offre des ressources, notamment comme ces webinaires-là, des fiches pratiques et surtout la possibilité d'échanger avec des patients partenaires. D'ailleurs, je vais laisser la main à Noémie Le Guélec qui travaille chez notre partenaire Collincare qui gère justement ce réseau-là de patients partenaires. On vous en présentera d'ailleurs sur ce sujet-là. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on aura un petit questionnaire à vous faire passer pour savoir si le webinaire a répondu à vos attentes et si vous avez d'autres besoins sur ce format-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shannon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Shannon, aujourd'hui, on va parler des maladies auto-immunes, mais surtout de ce qu'elles changent concrètement dans le travail. Donc, ce webinaire, il a été organisé à l'occasion de la Journée mondiale du lupus qui était le 9 mai. Si vous savez pas ce que c'est que le lupus, eh bien, ça tombe bien parce qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Le lupus fait partie des nombreuses maladies auto-immunes qui existent. On va en reparler un petit peu plus tard. Et donc aujourd'hui, on va parler plus largement des maladies auto-immunes parce qu'elles partagent beaucoup de points communs. Et plus particulièrement dans le secteur sanitaire, social et médico-social, où les métiers demandent beaucoup d'engagement physique, d'engagement émotionnel et humain, avec parfois des rythmes très soutenus. Donc forcément, il y a des problématiques qui sont associées, qui sont particulières. Mais donc tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle Noémie, j'ai une formation en sciences de gestion et plus spécifiquement en ressources humaines. Et je travaille chez Collincare, du coup, sur différents projets. Et il m'arrive aussi d'intervenir sur différents sujets liés à la santé et au handicap au travail. Et si j'interviens aujourd'hui sur ce webinaire qui est consacré aux maladies auto-immunes, c'est aussi parce que je suis concernée par une maladie auto-immune qui est la spondylarthrite. Donc je suis malade depuis 2015 et aujourd'hui je m'appuie vraiment sur mon vécu, sur mon expérience pour essayer de partager des clés de compréhension et d'accompagnement autour de ces sujets. Donc pour vous parler rapidement de mon parcours, il n'a pas du tout été linéaire. Je suis malade depuis l'adolescence et la maladie a eu une forte influence sur mes études et sur mon parcours professionnel de manière générale. J'ai dû faire plusieurs pauses dans mes études liées à ma santé. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis 10 ans à pouvoir terminer mes études qui normalement prennent 5 ans. Donc voilà, j'ai aussi traversé un burn-out en 2022 qui a marqué un tournant important dans ma vie. Et du coup, j'ai connu des expériences professionnelles un petit peu différentes, certaines où j'avais pas d'aménagement, d'autres où j'ai pu en avoir, donc des expériences beaucoup plus adaptées. Et c'est justement ce contraste qui m'a permis de mieux comprendre mes besoins et de voir à quel point l'environnement de travail peut faire une véritable différence. Mais avant toute chose, on a une petite question à vous poser, c'est pour apprendre un petit peu à vous connaître. Si vous pouvez scanner le QR code, vous avez normalement accès à une question pour vous demander justement quel est votre profil. Est-ce que vous êtes une personne concernée, un référent handicap, un manager, un aidant ou complètement autre chose? N'hésitez pas à scanner le QR code. Ça nous permettra aussi d'orienter un petit peu le webinaire et puis d'apprendre un peu à se connaître en début de webinaire.
Il me semble que c'est ici. Il y a peut-être déjà des premières réponses. Si vous avez la possibilité justement de préciser quel est votre rôle. Enchanté Mehdi, Cap Emploi, d'accord. Voilà, n'hésitez pas. Ça peut permettre de savoir un petit peu qui vous êtes. Donc référent handicap, RH, une personne concernée. C'est bien, on a plusieurs personnes différentes, donc ça va être intéressant. Référent handicap encore. Très bien. Ah, on a aussi un aidant, d'accord. Ressources humaines, cordeau, personnes concernées. Effectivement, beaucoup de personnes du coup différentes. Normalement, Webinaire va pouvoir s'adapter un petit peu à tout le monde. J'espère que ça vous apportera des clés à tous pour accompagner justement les maladies auto-immunes. D'accord, personnes concernées, Cap Emploi. Très bien. Hop, on passe à la suite. Donc pour donner un peu de visibilité sur la suite, on va avancer en trois temps. Donc d'abord, on va s'interroger sur les maladies auto-immunes pour mieux se comprendre ce qu'elles recouvrent et surtout leurs réalités qui sont souvent invisibles. Ensuite, on va prendre un temps pour voir leurs impacts concrets sur le quotidien et sur le travail parce que c'est souvent là que les incompréhensions apparaissent. Et ensuite, on va se concentrer sur l'accompagnement, ce qui peut être mis en place concrètement, à la fois pour les personnes concernées, justement, pour les managers, les RH et plus largement le collectif de travail. Je vais vous reposer encore une question. Donc, on va passer à la première partie. Et la question que j'ai pour vous, c'est en début de webinaire, quand vous entendez parler de maladies auto-immunes, à quoi est-ce que vous pensez? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est simplement pour savoir un petit peu votre perception en début de webinaire sur les maladies auto-immunes. Hop, je passe ici. Alors oui, pardon, parce qu'effectivement, je mets... normalement, c'est ici. Là, pardon. Si vous scannez le QR code, vous devriez avoir la bonne question qui s'affiche. De la fatigue, oui. Effectivement, on va en parler. Fibromyalgie. Rare. Alors ça aussi, on va en parler juste après. Parce que c'est pas si rare qu'on le pense, vous allez le voir. Douleur chronique, fibromyalgie, sclérose en plaques, effectivement, ce sont des... Comme enfin, la sclérose en plaques, du coup, une maladie auto-immune. Stigmatisation, oui, tout ça, enfin, c'est vrai, effectivement, c'est quelque chose qui est important. Mais ce qui revient le plus, effectivement, ce sont les douleurs chroniques, enfin, que je vois le plus apparaître là dans vos réponses. Aucune solution toute faite, sans guérison. Oui, vous avez quand même beaucoup... Mon corps m'attaque. Mm. Vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, c'est chouette. Maladie de Crohn aussi, oui, effectivement, une maladie auto-immune. Très bien. Eh bien, écoutez, justement, on va en parler tout de suite. Donc pour définir justement les maladies auto-immunes, qu'est-ce que c'est? Très simplement, quelqu'un l'a dit aussi tout à l'heure, c'est quand son corps, son propre corps, s'attaque à lui-même. Donc c'est des maladies dans lesquelles le système immunitaire se trompe de cible. Notamment, normalement, il est notamment là pour nous protéger contre les virus et les bactéries, mais là, il va s'attaquer à son propre organisme. Et ça peut toucher différentes parties du corps, ça peut toucher les articulations, différents organes, le système digestif, le système nerveux, et c'est ce qui explique la grande diversité des maladies. Par exemple, donc il existe de nombreuses maladies auto-immunes, mais parmi elles, on peut citer le lupus, qui peut toucher donc différents organes du corps, comme les articulations, la peau, les reins, ou encore le système nerveux. Il y a la sclérose en plaques qui touche le système nerveux, justement. Il y a les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on appelle les MICI, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui touche le système digestif. Il y a la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite, donc qui sont deux maladies qui touchent les articulations, mais dont les atteintes sont un petit peu différentes. La spondylarthrite, justement, étant la maladie qui me concerne.
On peut parler notamment aussi du psoriasis, qui touche principalement la peau, mais aussi la thyroïdite de Hashimoto qui affecte la thyroïde, ou encore le diabète de type 1 qui lui touche la régulation du sucre dans le sang. Donc ce sont des maladies qui sont très différentes, qui peuvent toucher donc forcément des parties du corps différentes. Certaines sont plutôt visibles, d'autres complètement invisibles. Mais c'est important de comprendre que même une maladie qui peut paraître visible, comme le psoriasis, elle peut aussi avoir des impacts invisibles, comme la fatigue ou la douleur. Et malgré leurs différences, ces maladies, elles ont souvent des impacts communs, notamment en termes de fatigue, dont on parlait tout à l'heure, de douleur et d'imprévisibilité. Donc, quand on parle de maladies auto-immunes, on entend souvent parler de crise ou de poussée douloureuse. Dans les maladies auto-immunes, c'est pas toujours le cas. Ça, en fait, ça dépend des maladies et ça dépend aussi des personnes. Parfois, la maladie évolue par poussée. Parfois, c'est plus constant, avec des symptômes qui sont présents au quotidien. Et souvent, c'est un mélange des deux. Et c'est mon cas. Dans ma situation, j'ai toujours un fond douloureux, plus ou moins important, et je peux déclencher des poussées inflammatoires par période qui peuvent varier entre plusieurs jours, plusieurs semaines et parfois plusieurs mois malheureusement. Quand on parlait tout à l'heure justement de maladies auto-immunes, quelqu'un qui a proposé le terme rare, et ben en fait c'est pas si rare. Il existe donc aujourd'hui plus de 80 donc, maladies auto-immunes, ce qui explique pourquoi on a des situations très variées, mais il y a 5 à 10% de la population mondiale qui est touchée. Donc c'est vrai que ce sont des maladies dont on entend finalement peu parler, mais qui restent assez fréquentes. Ce sont aussi des maladies qui touchent principalement des femmes, 80%, ce qui pose aussi des enjeux spécifiques, notamment dans le monde du travail. On n'a pas de chiffres précis, j'ai cherché par secteur d'activité. Par contre, on sait que le secteur sanitaire, social et médico-social, il est composé en grande majorité de femmes et que ce sont des métiers qui sont exigeants à la fois physiquement et émotionnellement. Et donc, ce sont des environnements où ces enjeux peuvent être particulièrement présents. D'où l'intérêt de ce sujet aujourd'hui dans ce contexte. Et un point important, c'est que le diagnostic peut prendre du temps, parfois plusieurs années. Et dans la majorité des cas, du coup, ce sont des maladies invisibles. Donc pour ma part, la spondylarthrite, c'est effectivement une maladie invisible. Et le diagnostic, il a été établi après 2 ans. Et donc une errance médicale qui a entraîné un impact important sur mes études et ma vie personnelle, bien sûr. Donc pendant cette période, j'ai vécu beaucoup d'incompréhension. En fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je me demandais si j'étais pas devenue folle. Et la prise en charge médicale, ouais, elle était vraiment compliquée à l'époque. Et en attendant, j'avais pas de solution proposée, j'avais pas de traitement, j'avais pas de prise en charge de la douleur. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent dans ces pathologies, ce qui peut être aussi bah, du coup très difficile à vivre. Et même après avoir obtenu un diagnostic, ça peut prendre encore plusieurs années avant de trouver un traitement qui aide vraiment dans le quotidien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin maintenant, on va parler des impacts des maladies auto-immunes dans le quotidien, dans la vie professionnelle et personnelle. Euh, quand on parle de maladies auto-immunes, euh, il y a, on pense souvent au diagnostic, au traitement, bien sûr, mais même une fois diagnostiqué et traité, il reste des impacts très concrets dans le travail et dans le quotidien. Si je devais résumer, pour moi, il y a trois grandes réalités. Ce sont souvent des maladies invisibles, des maladies imprévisibles et qui engendrent une fatigue très importante. Donc, tu as l'air en forme. C'est une phrase que beaucoup de personnes concernées, pardon, peuvent entendre. Et elle part souvent d'une bonne intention, mais elle montre surtout qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit et ce que la personne vit réellement. Dans mon cas, j'ai beaucoup entendu aussi «tu n'as pas l'air malade». Euh, et effectivement, ça ne se voit pas comme ça. Mais c'est pourtant, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Et pour faire un petit aparté, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Ça me semblait aussi important de le rappeler. Ensuite, il y a l'imprévisibilité. Un jour ça va, le lendemain non. On ne peut pas prévoir, on ne sait jamais quand une poussée peut arriver, ce qui fait qu'on est souvent très vigilant, on se questionne sur ses activités pour s'adapter
à son état du moment. Et c'est ça aussi qui est difficile parfois à gérer dans un cadre professionnel, parce que le monde du travail, il est souvent construit sur la régularité. Et ensuite, la fatigue, c'est une fatigue qui ne se voit pas. C'est un symptôme central dans beaucoup de maladies auto-immunes. C'est pas une fatigue classique. Elle peut être présente même après du repos. Elle peut arriver sans prévenir et elle est souvent difficile à expliquer à l'entourage ou au travail. Et pour ma part, par exemple, bah, il y a des jours où me lever demande déjà énormément d'énergie et la journée commence déjà avec un capital fatigue très réduit à ce moment-là. On peut aussi parler de la difficulté de vivre avec la douleur. Dans beaucoup de maladies auto-immunes, la douleur fait partie du quotidien. Dans mon cas, ce sont des douleurs articulaires importantes. Et comme la fatigue, elles peuvent varier. Elles peuvent être plus ou moins présentes, plus ou moins intenses selon les périodes. Il y a des moments où la douleur, elle est supportable, d'autres où elle prend beaucoup plus de place, d'autres encore où ça devient beaucoup plus compliqué. Et pour ma part, il y a des moments où je ne peux pas marcher. Donc il y a des moments qui sont moins évidents que d'autres. Et comme pour la fatigue, la plupart des douleurs ne se voient pas. Donc les personnes peuvent continuer à travailler, à interagir, tout en gérant en parallèle des douleurs qui sont parfois très importantes. Donc ça demande encore une fois de s'adapter en permanence. Donc on peut citer à travers ça quelques impacts sur le travail. Concrètement, ça peut avoir des impacts sur la concentration. Quand on est fatigué, qu'on a mal, c'est plus difficile de rester concentré longtemps. Ça peut avoir des impacts sur le rythme. Euh, voilà, le rythme peut varier d'un jour à l'autre, alors qu'en entreprise, on attend un rythme quand même linéaire. Parfois même, ça peut varier au cours d'une même journée. Donc c'est là que ça devient compliqué aussi. La question de l'énergie. L'énergie disponible, elle est limitée, elle est variable. Et puis il y a la dimension qu'on voit moins, c'est la capacité du coup d'adaptation permanente. Il faut en permanence s'ajuster à son état, anticiper, compenser, et ça aussi, ça demande de l'énergie. Et c'est important de le rappeler, ça, c'est pas une question de motivation. C'est une capacité, c'est une question de capacité à tenir dans la durée. On peut être très motivé, mais ne pas avoir l'énergie physique ou mentale pour suivre. Et dans les métiers du soin, de l'accompagnement ou du médico-social, ça peut être encore plus complexe parce qu'il faut parfois continuer à prendre soin des autres alors qu'on a déjà beaucoup de mal à préserver sa propre santé. Il y a aussi des impacts qui sont dus à la stigmatisation. C'est aussi un terme qu'on a vu passer tout à l'heure dans vos réponses. Effectivement, on n'en parle peut-être pas assez, mais on se pose beaucoup de questions. Euh, on se demande, bah, est-ce que je dois en parler quand on est concerné? Est-ce que je n'en parle pas? Parce qu'on peut avoir peur d'être stigmatisé. Il y a certaines personnes qui préfèrent ne rien dire. Et ça peut empêcher la mise en place des aménagements et aggraver les difficultés. Par exemple, on peut avoir peur d'être perçu comme moins fiable, moins performant. Il peut y avoir une peur de ne pas être compris, que les symptômes soient minimisés, surtout quand ils sont invisibles. Euh, Exprimer ses besoins aussi, c'est pas évident. Ça peut être difficile à expliquer, à justifier. Et tout ça, c'est renforcé par une méconnaissance des maladies auto-immunes. Donc il y a des personnes qui préfèrent ne rien dire, s'adapter seules, parfois s'épuiser. Ça a été mon cas il y a quelques années, je vous en reparlerai un petit peu après. Mais c'est aussi en partie pour ça que j'ai fait mon burn-out à l'époque. Bon, évidemment, c'est multifactoriel, mais ça a joué. Et c'est aussi comme ça, bah, après, que j'ai déclenché une crise de spondylarthrite à ce moment-là, qui a duré plusieurs mois, alors que j'en avais pas fait depuis plusieurs années. Et pour revenir au métier du soin ou de l'accompagnement, il peut y avoir une forme de culpabilité à exprimer ses propres difficultés parce qu'on a l'habitude d'être dans une posture d'aide envers les autres. Donc ça aussi, ça peut être un frein à la communication sur ces difficultés. Il y a des contraintes, bien sûr, qui peuvent aggraver les difficultés rencontrées. Ça peut être une organisation qui est trop rigide, des horaires fixes, peu de flexibilité, peu de marge d'adaptation. Ça peut rendre compliqué l'ajustement aux variations de la maladie. Il y a la charge de travail aussi. Si elle est élevée, constante, sans possibilité d'ajustement, ça peut devenir difficile aussi de tenir dans la durée. Et dans certains établissements ou services, on sait aussi que les équipes sont déjà sous tension, ce qui peut rendre les ajustements plus difficiles à mettre en place au quotidien. C'est là qu'il faut parfois essayer de trouver un équilibre entre les besoins de la personne concernée et les contraintes du collectif de travail.
Il y a un autre point qui est important, c'est le manque de compréhension ou de communication. Dans ces cas-là, on ne se sent pas en confiance pour aborder ses besoins et quand les besoins ne sont pas exprimés, pas entendus, bah, ça peut créer de la tension, de la fatigue supplémentaire et parfois de l'isolement. Euh, on peut aussi mentionner les temps de transport importants. Ce sont des moments qui demandent de l'énergie et qui viennent s'ajouter à la journée de travail. Donc tous ces facteurs peuvent vraiment déséquilibrer une situation qui était jusque-là stable. Euh, et je précise que c'est pas forcément la situation en elle-même qui pose problème, mais le fait qu'elle puisse pas être adaptée. C'est ça qui peut parfois être compliqué dans certaines situations. Donc comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, j'ai été apprentie dans une entreprise pendant mes études où j'ai eu des difficultés à communiquer sur mes besoins. Avec du recul, pardon, pour moi, il y avait trois choses qui rentraient en compte dans ma difficulté à exprimer mes besoins et à parler de ma pathologie, c'est que je me sentais pas assez en confiance. J'avais du mal à connaître mes besoins parce que j'étais malade depuis pas très longtemps. Je voulais prouver que j'étais capable aussi, comme les autres. Sauf que bah, tout ça faisait que je cumulais des journées très chargées. J'avais environ 2 heures aussi de transport par jour, j'avais pas d'aménagement de poste et beaucoup de fatigue. Et à force de compenser, de m'adapter en silence, je me suis épuisée et j'ai fini du coup justement par faire un burn-out à ce moment-là. Euh, et, euh, et ma spondylarthrite, comme je le disais tout à l'heure, qui était plutôt stabilisée, a refait surface. Pour comparer, aujourd'hui, je travaille dans un environnement complètement différent avec du télétravail, des horaires souples, surtout de l'écoute et de la confiance. Et ça a changé énormément de choses dans mon quotidien, mon bien-être et la gestion de ma maladie. Donc dans mon cas, c'est pas ma maladie qui a changé, c'est l'environnement. Même si dans certains cas, bien sûr, la pathologie, pardon, évolue effectivement. Dans mon cas, les symptômes, ils ont évolué à cause de mon environnement qui était pas adapté pour mes besoins. Et ça montre du coup que l'environnement, bah, si possible, c'est de l'adapter, ça va changer énormément de choses pour les personnes concernées. Euh, Bien sûr, pour certains postes et dans certaines situations, du coup, c'est plus difficile que pour d'autres. Et c'est là que la communication est importante, puisque la personne va pouvoir exprimer ses besoins en confiance et vous allez pouvoir discuter ensemble des possibilités pour accompagner ces personnes. Donc, comme on l'a un petit peu parlé tout à l'heure, accompagner, donc là, on va passer à la partie d'accompagnement, donc accompagner les personnes concernées et le collectif de travail. Euh, et tout d'abord, on va parler des personnes concernées avant de parler du collectif du travail. Et donc, on va refaire un petit lien avec l'environnement, comme on en parlait tout à l'heure. L'entreprise ne peut pas agir sur la maladie elle-même, bien sûr, mais elle a la possibilité, pardon, d'agir sur l'environnement euh, et sur du coup le cadre dans lequel la personne travaille. Et ce cadre-là peut faire une grande différence, il peut aggraver une situation qui est déjà fragile, par exemple avec des transports longs, une organisation rigide, une charge difficile à ajuster ou un manque de communication, mais il peut aussi soutenir la personne, sécuriser son parcours, éviter qu'elle s'épuise et lui permettre de rester en emploi dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que, en soi, c'est une bonne nouvelle. Si l'environnement joue un rôle, alors on peut peut-être agir. Quand la personne ne se sent pas autorisée à parler, il y a des risques. Euh, et un des grands risques, c'est en fait, quand on vit avec une maladie auto-immune, on est habitué à se suradapter. On essaie de faire comme si tout allait bien, on compense, on cache la fatigue, on cache les douleurs, on cache les limites. Euh, mais le fait d'avoir peur d'être jugé aussi, dont on parlait tout à l'heure. On veut prouver qu'on est capable, voilà, qu'on a. Mais en fait, enfin, parfois, on n'a même pas encore identifié ses propres besoins. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui font que c'est difficile de parler. Mais le problème, c'est que à force de vouloir tenir à tout prix,
on finit par justement ne plus tenir. Et c'est ce que j'ai vécu, du coup, je voulais à tout prix faire mes preuves, je voulais suivre le rythme, je voulais pas que ma maladie prenne trop de place. Et finalement, bah, l'absence d'aménagement, les trajets, la charge, en fait, le contexte global ont contribué à un épuisement. Donc, accompagner, c'est pas attendre que la personne aille mal, c'est faire en sorte, du mieux possible, de créer un cadre où elle peut parler avant d'être au point de rupture. Donc, il n'y a pas de solution universelle. Chaque personne est différente, chaque pathologie est différente, et pour chaque personne, chaque situation, les besoins peuvent être différents. Euh, et ils peuvent aussi évoluer dans le temps. Il peut y avoir des périodes plus stables, des périodes plus difficiles. C'est pour ça que le point de départ, c'est pas le diagnostic, c'est la personne. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui l'aide à travailler dans de bonnes conditions, son niveau de fatigue, ses douleurs, ses contraintes de transport, son poste, etc., etc. Euh, mais aussi ce qu'elle souhaite partager ou non. Parfois, la meilleure question à poser, en fait, elle est très simple. C'est qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre quotidien? Qu'est-ce qui pourrait vous aider concrètement? Pour ma part, ce qui m'aide aujourd'hui, euh, pour vous donner un petit exemple, alors j'ai la possibilité d'avoir du télétravail, des horaires adaptés qui forcément m'aident au quotidien, mais au-delà des aménagements formels, ce qui m'aide énormément pour ma part, c'est le climat de confiance. Le fait de pouvoir dire quand ça va pas, le fait de pas avoir à me justifier en permanence, et le fait de savoir que mes besoins peuvent être entendus. Et encore une fois, c'est pas parce que ces aménagements m'aident moi qu'ils seraient adaptés à tout le monde, mais ils montrent qu'on peut parfois agir avec des choses entre guillemets assez simples selon le contexte. Mais c'est vrai que d'avoir cette confiance et cette écoute, ça m'aide énormément personnellement dans mon quotidien. Donc il peut y avoir des ajustements qui peuvent paraître simples parfois, mais qui sont déterminants. Parce que quand on pense aménagement, parfois on pense que c'est forcément du matériel, une procédure très importante, euh, quelque chose de très formel, alors que dans beaucoup de situations, ce qui change vraiment le quotidien, c'est un peu plus de souplesse quand c'est possible. Par exemple, éviter certains trajets, adapter ponctuellement les horaires, anticiper une période difficile, permettre à la personne de poser ses limites ou simplement d'instaurer un dialogue plus régulier. Donc, ce ne sont pas toujours des choses spectaculaires, mais ça peut permettre à la personne de préserver son énergie, de rester engagée et de tenir dans la durée. Donc, l'objectif, c'est pas de faire moins travailler la personne, c'est de créer les conditions pour qu'elle puisse travailler durablement. Bien sûr, dans certains métiers ou certaines structures, tout n'est pas toujours possible. On sait par exemple que dans le secteur sanitaire ou médico-social, il peut y avoir des contraintes de présence, d'organisation des soins ou de continuité de service. L'objectif, c'est pas de proposer des solutions idéales ou théoriques, mais plutôt de réfléchir ensemble à ce qui peut être ajusté concrètement quand c'est possible. Donc il peut y avoir des aménagements, ça peut prendre plusieurs formes. Donc ce que je propose là, c'est absolument pas une liste exhaustive, hein. Ce sont des pistes qui peuvent être envisagées selon les possibilités de l'organisation et du poste. L'enjeu, c'est vraiment de partir de la situation concrète de la personne et de son poste. Et bien sûr, on peut s'appuyer sur le médecin du travail, qui peut être un interlocuteur essentiel pour aider à formaliser les besoins et proposer des solutions adaptées. Donc moi, je vous ai listé le télétravail, limitation des déplacements. Peut y avoir des horaires adaptés, par exemple, pour permettre à la personne de commencer plus tard certains jours, de mieux gérer ses soins ou de tenir compte de son niveau d'énergie. Il peut y avoir aussi des pauses, des temps de récupération, une organisation différente des missions. Par exemple, dans certains métiers du secteur, ça peut parfois passer par une réorganisation ponctuelle des tâches les plus physiques, une anticipation des périodes de soins, ou encore une meilleure répartition de certaines contraintes dans l'équipe quand c'est possible. Parfois, il ne s'agit pas de réduire la charge, mais de mieux prioriser, de mieux répartir, d'éviter l'accumulation des tâches urgentes. On va maintenant parler du collectif du travail, parce que l'accompagnement, ça passe aussi par le collectif de travail. Ça passe par la sensibilisation, la formation du collectif. Chaque personne a un rôle à jouer selon sa fonction. Donc on va commencer par les managers. Le manager, il a un rôle très important, parce qu'il est souvent au plus près du quotidien de travail.
Donc ce rôle, c'est pas de devenir un médecin, c'est pas de connaître le diagnostic. D'ailleurs, la personne n'a pas à partager les détails de sa santé si elle ne le souhaite pas. En revanche, le manager peut créer un cadre dans lequel la personne se sent suffisamment en confiance euh, pour parler de ses besoins. Il peut écouter sans minimiser, il peut accepter que l'état de santé varie, il peut aussi aider à ajuster l'organisation quand c'est possible. Et dans les secteurs où les équipes sont déjà très sollicitées, l'enjeu, c'est vrai qu'il n'est pas simple. Il faut réussir à accompagner une personne sans mettre en difficulté le collectif. C'est pour ça que le dialogue et l'anticipation sont essentiels. Et il y a un équilibre à trouver qui est important, c'est le fait d'accompagner sans surprotéger, parce que la personne, elle reste compétente, elle reste engagée, elle reste capable, elle a simplement besoin que certaines contraintes soient prises en compte pour pouvoir travailler dans la durée. Et si vous êtes manager, c'est aussi important de vous rappeler une chose, c'est que vous n'avez pas à tout comprendre ni à trouver tout seul les solutions. Euh, Encore une fois, votre rôle n'est pas d'être médecin ou expert de la pathologie, vous pouvez vous appuyer sur des ressources, sur les RH, les référents handicap, le médecin du travail, les patients experts, par exemple sur EO Santé. Il y a plein d'autres acteurs de l'accompagnement qui peuvent vous aider dans votre rôle. Et surtout, vous pouvez simplement aussi demander à la personne ce dont elle a besoin concrètement. Souvent, la meilleure approche, c'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est simplement d'ouvrir le dialogue. Les RH et les référents handicap, bien sûr, ont un rôle aussi primordial. Donc ils ont un rôle assez complémentaire. Ils peuvent sécuriser le cadre, c'est-à-dire rappeler les droits, les dispositifs, les interlocuteurs possibles, accompagner la demande d'aménagement, notamment quand la personne ne sait pas comment formuler ses besoins ou à qui s'adresser, faire le lien avec le médecin du travail, le manager ou d'autres acteurs internes ou externes. Et surtout, ils peuvent éviter que la situation repose uniquement sur la relation entre une personne et son manager. C'est important parce qu'un climat de confiance peut exister avec un manager, puis changer si l'organisation évolue. Donc le rôle des RH, c'est aussi de structurer l'accompagnement pour qu'il soit plus stable, plus clair et moins dépendant des personnes. Maintenant, pour parler aussi des collègues, les collègues ont aussi un rôle, même s'il est différent. Il ne s'agit pas de prendre en charge la personne ni de tout comprendre encore une fois, mais il y a certaines postures qui peuvent aider. Par exemple, éviter de minimiser, de dire on est tous fatigués, ça va passer, tu as l'air en forme. Voilà, plein de petites phrases toutes faites. Respecter aussi la confidentialité. Si une personne parle de sa santé, elle donne pas forcément l'autorisation d'en parler à d'autres personnes. D'éviter les comparaisons parce que deux maladies ou deux parcours ne se vivent pas du tout de la même manière, même s'il s'agit par exemple de la même maladie. Et puis proposer du soutien sans imposer. Parfois juste demander est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, ça suffit. Donc l'objectif c'est de maintenir une relation normale, sans jugement, sans surprotection, mais avec de l'attention. Ce qu'il faut éviter par contre, par exemple minimiser les symptômes. Même si une personne a l'air en forme, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas beaucoup de fatigue, de douleur ou de contraintes invisibles. Ensuite, demander des détails médicaux, c'est illégal et ce qui compte dans le cadre professionnel, c'est pas le diagnostic précis, c'est les conséquences sur le travail et les besoins d'adaptation. Aussi éviter d'imposer une solution toute faite. Par exemple, penser que le télétravail, c'est toujours la bonne réponse. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Pour certaines situations, oui, pour certaines situations, non. Et il faut éviter aussi, si possible, de rigidifier l'organisation quand la situation demande justement un peu de souplesse. Et surtout, éviter d'attendre que la personne soit épuisée ou en arrêt pour agir. Souvent, c'est dans ces moments-là où c'est déjà trop tard, entre guillemets. Donc la prévention, elle est essentielle. Plus on agit tôt, plus les solutions sont simples à mettre en place. Donc finalement, accompagner une personne concernée par une maladie auto-immune, c'est pas tout comprendre de sa maladie, c'est pas connaître tous les symptômes, tous les traitements, toutes les évolutions possibles, c'est surtout adopter une posture d'écoute, voilà, questionner les besoins, ajuster quand c'est possible, sécuriser le cadre et faire confiance à la parole de la personne. On n'a pas besoin de tout comprendre pour bien accompagner. Et parfois, les marges de manœuvre, elles sont limitées, notamment dans certains métiers. Mais même quand tout peut pas être aménagé, la qualité du dialogue, de l'écoute et de la compréhension, ça peut déjà faire une grande différence. Et c'est souvent ça qui fait la différence justement entre un environnement dans lequel la personne s'épuise
sans parler, en silence, et un environnement dans lequel elle peut continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc pour conclure, on est allé chercher des petites ressources pour vous. Pour les personnes qui souhaitent un petit peu approfondir le sujet des maladies auto-immunes, pour mieux comprendre leurs impacts et les ressources qui existent autour de l'accompagnement et du travail. Il y a notamment le dossier sur les maladies auto-immunes de l'INSERM que je trouve intéressant parce qu'il permet vraiment de comprendre les mécanismes des maladies auto-immunes et les avancées de la recherche. Sinon, il y a un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant pour les managers. C'est Manager les vulnérabilités en pratique. C'est vraiment un guide. Donc, il ne parle pas uniquement des maladies auto-immunes, mais pour le coup, je le trouve très intéressant pour tout type de vulnérabilité, pardon. Donc, je le trouve très bien. Et c'est vraiment un guide concret pour donner des clés aux managers pour mieux accompagner les situations de vulnérabilité au travail. Donc voilà, il donne des bonnes clés d'accompagnement. Notamment à travers la méthode Sapiens. Alors, si vous le lisez, du coup, il y a une méthode aussi qui est expliquée dans le livre qui est intéressante. Ensuite, plutôt pour les personnes concernées du coup par une maladie auto-immune, il y a le livre du coup Mieux vivre avec une maladie auto-immune. Donc c'est un docteur qui a écrit cet ouvrage et il a fait un guide où il répond à des questions il donne des conseils pratiques pour mieux vivre avec la maladie au quotidien. Et un dernier livre qui, pour moi, s'adresse un petit peu à tout le monde, celui-ci. Donc, c'est aussi un docteur qui répond à des questions qu'on peut se poser sur les maladies auto-immunes. Donc, je pense qu'il peut s'adresser un petit peu à tout le monde. Sur EO Santé, vous pouvez également retrouver des experts qui peuvent vous accompagner. Voilà, si vous avez besoin de trouver du soutien, de l'écoute ou simplement pour échanger, pour mieux comprendre les maladies auto-immunes. Donc vous pouvez retrouver par exemple Marie, hop, qui est touchée par une endométriose et une spondylarthrite ankylosante. Ludivine, qui elle peut vous accompagner sur le diabète et le lupus. Hélène, concernant les maladies de Crohn et la spondylarthrite ankylosante. Et il me semble, voilà, Delphine aussi, qui est patiente partenaire concernant la sclérose en plaques. Sarah pour le diabète de type 1 et Jérôme également pour le diabète. Donc vous pourrez aussi retrouver d'autres patients partenaires sur la plateforme. C'était pour vous en présenter rapidement quelques-uns. Donc voilà, j'ai fini pour ma part. Avant de passer aux questions, je vais laisser Shannon vous parler un peu des hauts santé, justement. Oui, donc comme vous l'a dit Noémie, EO Santé peut s'avérer être une solution pour pouvoir échanger sur ces sujets-là, pour pouvoir concilier vie professionnelle et santé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur EO Santé. Donc, sur la slide suivante, vous aurez toutes les informations. Donc, pour rappel, c'est destiné à tous les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social associatif, qui soient concernés directement ou non par un défi de santé. Ça peut être le manager, ça peut être un collègue, ça peut être un référent handicap, un représentant du personnel aussi qui se pose des questions pour un collaborateur. Donc n'hésitez pas. Pour vous inscrire, donc vous avez le lien qui vous est envoyé en commentaire. Vous l'avez également sur le QR code sur la slide. Et il faudra vous inscrire avec votre numéro de SIRET. Le numéro de SIRET se trouve sur le bulletin de paie. Si vous ne le trouvez pas sur le bulletin de paie, vous pouvez également le trouver sur la barre de recherche Internet avec le nom de votre établissement. Pour rappel, l'inscription est pour 100% confidentielle et gratuite. Donc on n'a pas accès, et ni l'employeur d'ailleurs n'a accès donc au nom des personnes qui sont inscrites. Vous pourrez échanger avec un des patients partenaires que vous avez vu sur ce sujet. D'ailleurs, la plupart de tête, ils ont comment dire, l'habitude d'échanger avec des professionnels du secteur, donc ils sauront peut-être mieux répondre aux problématiques très spécifiques, parce qu'on a conscience que parmi les solutions qui ont été données en exemple, peut-être il y en a qui sont peut-être plus difficiles à mettre en place au regard de vos activités. Oui, d'ailleurs, vous en faites pas, hein, il y a un replay de ce webinaire et on vous enverra aussi la présentation dans le replay. Mais donc ça nous a été demandé si on pouvait remettre les références Bien des sûr. ouvrages.
Donc je crois que Euh, le monsieur le veut rapidement, donc si on peut regarder rapidement. Et restez connectés, ce qu'on va ensuite vous partager le QR code et le lien dans les commentaires pour évaluer ce webinaire. C'est très important pour nous. Ça nous permet de nous améliorer, de vous proposer du contenu qualitatif pour répondre à vos besoins, vos questionnements. Donc n'hésitez pas à y répondre. Euh, donc ok. voilà, on vous Euh, laisse prendre et on peut passer du coup sur la slide avec le QR code pour évaluer anonymement ce webinaire. On vous envoie également le lien en commentaire. alors, c'est Ici, ici. voilà. Très bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes encore connectés jusqu'à 45. Vous pouvez aussi nous poser des questions ultérieurement ou prendre rendez-vous directement avec les patients partenaires pour aller plus loin sur ce sujet. En attendant, Frédéric, juste... Oui, ma petite tu disais non. Noémie. Oui, je disais à Frédéric, en attendant, peut-être je peux repasser l'ouvrage qui lui manque. Je sais pas lequel est-ce qu'il vous manque. Hmm. Donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un dernier webinaire qui va clôturer le semestre. Ce sera sur le burn-out, comprendre, prévenir, rebondir le 18 juin prochain. Donc, n'hésitez pas à venir sur ce webinaire si ça vous intéresse. Pour l'ouvrage du monsieur, c'est celui sur les managers. Donc, il me semble que c'est le premier de la première slide de... Voilà, c'est ça. Manager les vulnérabilités en pratique. Je vous laisse quelques secondes. Le webinaire sur le burn-out, ce sera pendant la semaine de la QVCT, donc la qualité de vie et des conditions de travail. Pourriez-vous remettre le QR code? Vous voulez le QR code pour l'évaluation à chaud? On va le remettre. Tout de suite. Tac. Alors, ça va être le prochain. C'est un peu long à venir. Merci à vous. Merci Clémence pour le lien. Oui. Donc on reste encore 2 minutes, hein, mais on vous laisse répondre au questionnaire, on vous laisse nous poser des questions. On est encore là 2 minutes jusqu'à la fin du webinaire. Merci à celles et ceux qui répondront à ce questionnaire. Savez-vous s'il existe un patient partenaire TDA? Donc c'est trouble déficit de l'attention, j'imagine. Donc sur la neurodiversité, effectivement, nous avons Cyril sur la plateforme qui est spécialisé sur la neurodiversité et la santé mentale d'ailleurs. En plus, c'est souvent en lien, il y a souvent de la comorbidité entre les troubles neurodéveloppementaux et ce type de troubles-là aussi, anxiété, etc., santé mentale.